et merci pour votre présence à cette conférence que je vais vous donner aujourd'hui et qui est intitulée Beware of Predatory Cloned Journals and Conferences, Tools and Methods to Deal with. Donc, ce qui donne en français, donc, méfiez-vous des conférences et revues prédatrices clonées, outils et méthodes pour y faire face. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité et d'intérêt pour tous les doctorants et enseignants-chercheurs, toutes spécialités confondues. Donc, il faut être conscient que les revues et conférences prédatrices se multiplient d'une manière exponentielle ces dernières années. Et dont leur seul objectif, c'est d'arnaquer des auteurs à travers le monde. Donc, à travers la présentation que je vais vous donner aujourd'hui, donc je vais essayer de vous donner des orientations, des outils, des méthodes qui vont vous permettre d'éviter de tomber dans ce type, dans le piège de ce type de conférences et revues prédatrices. Donc, pour ce faire, je vais suivre le plan de travail suivant. Après une introduction, donc je vais parler dans le deuxième point des normes et critères qu'on tient en considération pour la sélection d'une conférence ou journal approprié pour votre article de recherche. Je passerai au troisième point où je vais parler de méthodes et outils concrets qu'on peut utiliser pour trouver une conférence ou un journal approprié pour votre article de recherche. Je vais parler dans le quatrième point qui correspond à la partie essentielle de ma présentation. Je vais parler donc de conférences et journaux ou conférences et revues prédatrices. Donc cette partie est subdivisée en deux sous-parties. La première sous-partie, je vais parler de la plateforme ABCD Index qu'on peut utiliser pour vérifier si une revue indexée Scopus ou Web of Science est prédatrice ou non. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va parler beaucoup plus de revues indexées Scopus. Dans la deuxième sous-partie, je vais parler de conférences factices ou prédatrices. Donc, si vous êtes invité à une conférence, à participer à une conférence internationale, je vais vous donner des indices révélateurs qui peuvent attirer votre attention que lorsqu'ils sont là, il s'agit fort probablement d'une conférence prédatrice. Et je termine par une conclusion. Donc, chacun de vous, dans un premier lieu, se pose évidemment la question, c'est quoi une conférence ou revue prédatrice? Je peux résumer ça en une phrase. Donc, il s'agit d'un projet, donc une conférence, une revue prédatrice, est un projet malsain qui vise à gagner de l'argent d'une manière frauduleuse. Donc, je vais essayer de vous donner quelques caractéristiques des conférences et revues prédatrices. Donc, ils font de la conception de sites web frauduleux et ils sollicitent activement des chercheurs pour soumettre leurs travaux de recherche parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de solutions, donc ils les sollicitent d'une manière active. Alors, ils n'ont pas pour les revues, ils n'ont pas de comité éditorial qui est vrai. Pour les conférences, ils n'ont pas de comité d'organisation ou de comité de programme qui est vrai aussi. Alors, ils n'ont pas aussi de processus de peer reviewing, c'est-à-dire d'examen des papiers par les pairs. Donc, quand ça existe, il n'est pas forcément juste et correct. Et ils publient des papiers qui sont médiocres, voire d'aucune valeur. Ils demandent souvent des frais de publication qui sont assez conséquents. Leur objectif et préoccupation principale, c'est d'arnaquer les auteurs. Et il ne tient pas compte de la qualité
scientifiques des articles qu'ils publient d'une manière frauduleuse. Donc, étant donné que vous travaillez sur une problématique donnée d'une manière dure et pour longtemps, vous arrivez à obtenir des résultats que vous synthétisez sous forme d'un article de recherche. Le premier objectif, c'est que vous essayez de valoriser votre article, soit par une publication dans un journal de renommée internationale, soit par une présentation dans une conférence spécialisée. La question qui se pose, c'est comment trouver la conférence ou le journal approprié pour votre papier. Évidemment, il y a des journaux qui sont corrects et sains, il y a des journaux qui sont prédateurs. Il y a des conférences qui sont correctes et saines, il y a des conférences qui sont prédatrices. La question qui se pose, c'est comment faire face à ces revues et conférences prédatrices. Donc, l'objectif, c'est de distinguer entre un journal qui est correct et sain d'un journal qui est prédateur. Et de distinguer... Donc, de distinguer une conférence qui est saine d'une conférence qui est prédatrice. Donc, c'est dans le cadre de cette présentation, on va essayer de répondre à ces deux questions principales. Donc, je vais commencer dans la deuxième partie à parler, je vais commencer à parler des normes et critères qu'on tient compte pour sélectionner une conférence ou une revue appropriée pour votre papier. Donc, si vous avez un article à soumettre, la première des choses qu'il faut décider, il faut décider est-ce que votre article est à soumettre à une conférence ou à un journal. Et ça, en fonction de la qualité et la consistance de votre article. Généralement, on soumet à des conférences des petits articles en termes de taille et de consistance. Par exemple, les revues qui sont indexées Itaroiseux, on fixe une moyenne de pages, des articles à soumettre à ce genre de conférences, à environ 6 pages. Donc, ensuite, vous passez à la sélection, au choix du type de journal ou de la conférence qui est approprié pour votre article. Donc, dans la sélection d'un journal ou d'une conférence, on tient compte de plusieurs points qui sont essentiels. Je vais citer ici les plus importants. Donc, on tient compte de la problématique et du thème qui est abordé dans votre article. Évidemment, si vous traitez une problématique, par exemple, qui est posée dans le domaine de l'informatique, vous n'allez pas choisir un journal ou une conférence qui traite des problématiques qui sont, par exemple, dans le domaine de la sociologie. C'est-à-dire qu'il faut choisir un journal ou une conférence qui prend en charge la thématique ou la problématique étudiée dans votre article. Évidemment, on tient compte aussi de l'indexation et de la langue pour une meilleure accessibilité et visibilité. L'indexation, c'est connu que les revues et les conférences qui sont bien indexées ont une meilleure réputation. La langue, évidemment, nous, on choisit de publier en anglais pour que notre article ait une meilleure, pour qu'il soit lu à travers le monde. D'accord ? Évidemment, si on écrit en anglais, on ne va pas le soumettre à un journal qui publie en russe. Ça va de soi. Donc, on tient compte aussi des indicateurs de notoriété des publications, à savoir l'impact factor qui est établi par JCR, Journal Citation Reports. On tient compte de SGR du journal, on tient compte de CIST Score, etc. Les journaux qui ont des indices de notoriété élevés ou assez élevés ont forcément une bonne ou une meilleure réputation. Donc, on tient compte aussi du fait que est-ce que la publication va être en abonnement, est-ce qu'il va être en open access, est-ce qu'il va être en hybride, est-ce que ça engendre un paiement ou non. Je tiens à signaler que, pour ce point, auparavant, dans notre université, on n'autorise pas des doctorants à se tenir avec une publication en open access, qui engendre
fort probablement un paiement derrière. Donc maintenant, les règles ont changé. On peut permettre à un doctorant qui publie en open access à condition que le journal soit de Q1 ou de Q2 dans SGR, c'est-à-dire il figure dans le premier quartile ou le deuxième quartile de sa catégorie. On tient compte aussi de la périodicité du journal. Donc, c'est-à-dire le nombre de volumes et numéros qui sont publiés par année. Évidemment, un journal qui publie 24 numéros par année et un journal qui publie 4 numéros par année, c'est différent, d'accord? Et enfin, on tient compte de la durée de la phase d'évaluation et d'analyse de votre papier. Donc, ça, c'est des critères énormes qu'on tient en considération pour choisir une conférence ou une revue appropriée pour votre article. Alors maintenant, je vais parler de méthodes et outils concrets qu'on peut utiliser pour choisir un journal ou une conférence pour votre article. Donc, il faut savoir que les éditeurs comme Elsevier, Springer, I3E, etc., ont des outils qui peuvent vous permettre ils vont vous permettre de vous suggérer un ensemble de journaux dans leur base de données, parmi les journaux qui travaillent avec l'éditeur concerné, qui sont donc des journaux qui correspondent à votre article. Par exemple, le Elsevier Journal Finder, il contient plus de 2500 journaux. Si vous l'utilisez, il va vous proposer parmi ces journaux qui travaillent avec ces éditeurs ceux qui correspondent à votre article. Vous pouvez utiliser Wiley Journal Finder qui a plus de 1500 journaux. Vous pouvez utiliser Web of Science Journal Finder avec plus de 10 000 journaux, avec JCR 2021. Vous pouvez utiliser le Journal Suggester de Springer avec plus de 2200 journaux. Vous pouvez utiliser I3E Publication Recommander avec plus de 200 revues et plus de 2000 conférences, etc. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est très important. Quand vous réalisez votre article, vous avez une bibliographie de votre article. En analysant votre bibliographie, vous pouvez identifier un journal approprié qui correspond à votre publication. C'est quelque chose que j'utilise souvent avec mes doctorants, parce qu'un journal dans votre propre bibliographie que vous avez cité plusieurs fois peut être un bon candidat ou soumettre votre article. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais présenter quelques outils. Donc, ça, c'est l'interface du Journal Finder de Springer. Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner le titre de votre article, le résumé de votre article, et vous cliquez, il va vous proposer des journaux parmi la liste de journaux qui éditent leurs travaux dans ce Springer, plutôt dans Elsevier, pour choisir. Donc, ça, c'est l'interface de Journal Suggester de Springer. C'est la même chose. Vous lui donnez le titre de votre article, le résumé de votre article. Vous choisissez le domaine dont s'inscrit votre article. Ça peut être maths, informatique, etc. Et vous pouvez raffiner votre recherche en spécifiant, par exemple, le minimum d'impact facteur que vous souhaitez comme journal ou soumettre votre article. Vous pouvez spécifier le taux d'acceptation des journaux que vous voulez qu'ils vous proposent. Vous pouvez spécifier le temps maximum pour la première décision, etc. Vous pouvez chercher tous les journaux. Vous pouvez vous intéresser aux journaux avec option Open Access. Vous pouvez vous intéresser qu'aux journaux en abonnement. Donc, vous pouvez spécifier le type de journaux qu'il va vous proposer qui correspondent à votre article. Donc, ensuite, vous cliquez, il va vous donner les propositions. Il y a aussi l'outil de I3E Publication Recommander. C'est la même chose. Vous lui donnez le titre de votre article ou quelques mots-clés. Vous lui donnez le résumé de votre article ou carrément l'article complet. L'article complet en PDF ou en .tech ou en doc. Vous pouvez
lui spécifier qu'il vous propose à la fois des revues et conférences dans E3E, comme vous pouvez spécifier qu'il vous propose que des revues ou qu'il vous propose que des conférences. C'est des spécifications selon votre choix. Vous pouvez aussi lui indiquer une date, c'est-à-dire vous voulez publier avant une certaine date, 8 mois par exemple, lui, il va tenir compte de ça parce que chaque journal, il a la période moyenne d'examen par les pairs des articles, il a la période de révision, il a une période après acceptation, donc il va tenir compte de ces périodes, il va vous proposer que les journaux ou les journaux, pardon, les journaux qui satisfont votre requête. Il y a aussi, donc une fois que vous avez terminé ça, vous cliquez, il va vous faire des propositions. Il y a aussi, il a une option, si vous connaissez une conférence ou une revue indexée E3E, vous voulez avoir plus de détails concernant cette conférence ou cette revue, vous tapez son nom et il va vous donner les détails correspondant à la conférence ou la revue ciblée. Alors là, je vous donne un exemple concret. Je suis en train de travailler, de finaliser un article avec un collègue doctorant, donc en collaborant ensemble. J'ai utilisé le titre de son article, on va l'envoyer ces jours-ci. Donc j'ai utilisé le titre de son article et le résumé de son article sur le Journal Finder de Elsevier pour me proposer des journaux. Voilà le résultat. Donc j'ai donné le titre et le résumé. J'ai cliqué, hop, il m'a donné une liste de 38 journaux qui correspondent à l'article. Parmi les journaux qui éditent ou qui travaillent avec Elsevier, oui. Donc ici, j'ai affiché les 3 premiers journaux qui sont affichés en fonction de celui qui correspond le mieux jusqu'au celui qui correspond le moins. Vous pouvez changer, spécifier qu'il les ordonne par un autre critère, par exemple par impact factor ou le taux d'acceptation, et donc il va ordonner autrement. Donc chaque proposition, donc ça c'est Information Science, donc c'est le journal Information Science, il vous donne son site score, son impact factor, taux d'acceptation, le temps jusqu'à la première décision, etc. Il vous donne aussi l'option en open access. Par exemple, ici, si vous publiez en open access, ça va coûter 3 330 $. Si vous décidez de publier, en abonnement, donc il n'y a pas de en abonnement, donc il n'y a pas de frais à payer. Donc vous pouvez raffiner davantage les propositions qu'il vous a données en fonction, par exemple, ici, l'impact factor, bon, c'est pas très lisible, vous m'excusez. Donc, pour l'impact factor, il a étalé, il a donné il va vous proposer les journaux avec un impact factor, je crois, jusqu'à plus de 10. Mais si vous êtes intéressé aux propositions de journaux qui ne dépassent pas, par exemple, 5 d'impact factor, il suffit de réduire cette barre jusqu'à 5 et il va éliminer tous les journaux qui dépassent 5 d'impact factor. Il va vous proposer que ceux qui sont inférieurs à 5 d'impact factor, etc. Alors, maintenant, je vais passer à la partie principale de cette présentation et qui correspond aux revues et conférences prédatrices. Alors, je vais parler essentiellement de la plateforme ABCD Index qu'on peut utiliser pour vérifier est-ce qu'une revue indexée Scopus est prédatrice ou non. Alors, une fois que vous envisagez de soumettre votre article pour publication dans une revue, je vous propose de suivre les étapes suivantes pour vérifier est-ce que la revue que vous avez ciblée est prédatrice ou non. Alors d'abord, il faut confirmer que le journal ciblé est indexé Scopus, donc on peut utiliser la liste récente des journaux indexés Scopus. Une fois vous avez confirmé, vous tapez l'ISSN du journal ciblé dans scopus.com source.uri.
Ensuite, vous rentrez dans donc vous tapez, donc vous rentrez dans le journal en cliquant sur le homepage du journal. Donc, il va vous afficher les détails du journal que vous avez ciblé. Voilà, c'est la partie 4, le point 4. Donc, pour vérifier que le site, plutôt le journal ou la revue n'est pas contrefaite ou prédatrice, vous pouvez utiliser la plateforme abcdindex.com. Donc, il suffit de taper l'ISSN de votre journal dans cette plateforme. Vous avez deux résultats possibles. Si le journal ciblé est fiable, donc il va vous afficher, donc ABCD Index va vous afficher un seul résultat avec un statut verified, c'est-à-dire vérifié en vert. Si vous accédez au site web de ce résultat, il va vous rediriger, donc vous serez redirigé vers le site web, le même site web qu'en accédant via Scopus. Je vais donner ensuite un exemple, ou deux exemples, on va vérifier ça, hein, donc vous allez comprendre mieux. Donc, par contre, si le journal est prédateur, il va vous afficher généralement deux résultats. Donc, l'un avec le statut verified, en vert, l'autre avec le statut predatory. Donc, si vous accédez au site web du premier résultat, donc vérifié, avec le statut verified, vous serez redirigé vers le site web du journal authentique et officiel. Si vous utilisez le deuxième résultat predatory, vous serez redirigé vers un résultat ou le site web qui est prédateur. Donc, le ABCD Index, il va vous afficher cette mention Predatory Suspicious Link, c'est-à-dire un lien suspect et prédateur. Alors, voici quelques exemples de journaux prédateurs clonés, indexés, Scopus. Donc, vous avez Scandinavian Journal of Information Systems, Journal of Data Acquisition and Processing, Journal of Harvard Institute of Technology, Mathematical Statistician and Engineering Applications. Il y en a d'autres, il y en a plein de journaux qui sont prédateurs, malheureusement. Et puis, on voit que la majorité, ils sont indexés Scopus depuis très longtemps. Le premier depuis 2011, le deuxième depuis 2001, etc. Alors, beaucoup de journaux prédateurs se considèrent comme authentiques, indexés comme Scopus, Web of Science, etc. Pourquoi? C'est pour attirer des chercheurs à publier leurs travaux. Et le principal objectif, c'est l'argent des auteurs. C'est comment les arnaquer. C'est le principal objectif. Donc, c'est évidemment l'argent des auteurs qui essaient de publier dans ce type de journaux. Évidemment, les chercheurs, les universitaires essaient de publier ou sont attirés par ce type de journaux. Ils payent pour qu'ils publient dans ce type de journaux. Pourquoi? Parce que ces journaux, ils ont un temps de reviewing qui est réduit, ils ont une rapidité de publication des travaux et comme résultat, ils sont piégés par des journaux qui sont contrefaits, qui sont prédateurs, qui sont clonés. Donc, avec des regrets psychologiques et en particulier une perte de temps et de l'argent. Je vais donner donc une situation où il y a piratage de liens au niveau de Scopus et une redirection vers un journal qui est prédateur cloné. Donc, la plupart parmi nous, on essaie toujours de cibler, ou généralement de cibler, un journal
qui est au moins indexé Scopus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de chercher ce journal dans la plateforme Scopus. Une fois qu'on l'a trouvé, il affiche les détails du journal. Vous avez un lien homepage qui est censé, vous, si vous cliquez dessus, de vous orienter, vous diriger vers le site officiel et authentique du journal. Dans votre tête, c'est ça. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle un hameçonneur, fisher en anglais, qui fait du hameçonnage. Fishing in English, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la conception d'un autre site, une copie conforme du site officiel. C'est un clone qui a toutes les informations et les options nécessaires pour être un site qui vous paraît digne et conforme, correct et officiel. Donc ensuite, il pirate le lien qui vous permettent, qui est censé vous envoyer vers le site officiel du journal que vous avez ciblé. Donc, si ce lien est piraté, si vous soumettez à travers ce lien piraté, vous croyez que votre article est soumis vers le journal officiel, alors qu'il va être soumis vers la version prédatrice du journal. Donc, évidemment, vous soumettez votre article, vous croyez que votre article il sera redirigé ou soumis vers la version officielle du journal, mais malheureusement, il est redirigé vers la version du journal prédatrice et clonée. Il y a des auteurs qui ont publié, donc des journaux prédateurs, ils croient que leur article est affiché sur le journal prédateur, ils croient qu'ils ont publié dans un journal fiable et sûr, ils ont payé de l'argent, ils ne se sont pas rendus compte peut-être, ou ils vont se rendre compte après que leur papier a été publié dans une revue prédatrice clonée. Donc on va essayer de vérifier ça sur un exemple concret. Alors, on va essayer de le vérifier sur le journal prédateur cloné Scandinavian Journal of Information Systems. Alors, évidemment, derrière chaque version prédatrice clonée d'un journal prédateur, donc, il y a toujours un hameçonneur, un arnaqueur ou une équipe d'hameçonneurs arnaqueurs qui travaillent derrière leur micro, ils sont compétents et expérimentés en informatique. Alors, on vérifie que le journal Scandinavian Journal of Information Systems est bien indexé Scopus. Donc, on le vérifie dans la liste de Scopus des journaux indexés 2023. Alors, en tapant l'ISSN du journal, donc ici, nous sommes dans scopus.com source.uri. En tapant l'ISSN du journal, il nous donne le résultat. Voici le journal. En cliquant sur ce journal, il va nous afficher les détails du journal dans Scopus. C'est un journal qui est indexé Scopus depuis 2011. C'est un journal qui est dans le domaine de l'informatique. Voici quelques indicateurs de notoriété du journal, le site score, le SGR, etc. Voici le lien qui est piraté pour ce journal. Quand vous cliquez sur ce lien et vous soumettez par exemple votre article, vous croyez que votre article est soumis vers la version officielle et authentique du journal, mais puisque le lien est piraté, il va vous envoyer vers le journal, le site web prédateur cloné. Et bien évidemment, le site web, il paraît, il a toutes les informations nécessaires. Vous pouvez vous enregistrer, créer un compte, il a toutes les informations. Vous pouvez soumettre votre article via ce lien. On remarque cette adresse on va voir par la suite qu'il est différente de la version officielle et authentique. Donc, si vous soumettez
malheureusement, via ce site qui est prédateur, votre article il va être examiné par des gens qui sont pas un comité fictif et ils vont vous répondre rapidement, vous payez, il sera publié dans un journal prédateur. Alors maintenant, pour vérifier si le journal est prédateur ou non, on va utiliser l'interface ABCD Index. Donc voici l'interface de ABCD Index pour la vérification des journaux Indexed Scopus ou Web of Science. Alors, juste une remarque avant qu'on vérifie le journal en question. Juste, je veux signaler que si vous tapez un ISSN d'un journal qui n'est pas indexé Scopus, qui n'est pas indexé Web of Science, qui n'est pas indexé ABCD ou UJCR, il ne va pas vous afficher de résultat. Le résultat qui va vous afficher et vous dire qu'il faut améliorer votre requête de recherche, soit vérifier le format de votre ISSN si vous vous n'êtes pas trompé, ou il vous dit que probablement le journal que vous ciblez n'est pas indexé Scopus ou Web of Science, etc. Donc, mais nous, on a vérifié que le journal Scandinavian Journal of Information System, il est indexé Scopus. En tapant son ISSN dans le champ approprié, il va nous afficher deux résultats. Verified, predatory, c'est-à-dire qu'il nous a affiché la version prédatrice du journal et la version authentique. Donc la version authentique avec le statut vérifié, la version prédatrice avec le statut predatory. Si vous cliquez dans la version authentique, il va vous afficher les détails dans la plateforme ABCD Index du journal authentique. Et si vous accédez dans le, dans le site web, en utilisant le lien du site web qu'on vous a fourni, il va vous afficher, vous voyez, un autre site web autre que celui de tout à l'heure, en accédant avec Scopus. Pourquoi? Parce que le lien de Scopus, il a été piraté. Donc, regardez déjà le journal, la version authentique du journal et officielle, ils sont au courant que regardez qu'est-ce qui est écrit. Warning, donc, another website poses as the official website of the Scandinavian Journal of Information System. Ils sont au courant. Pire encore, il vous dit, unfortunately, Scopus refers to that site at the moment. C'est-à-dire, ils sont au courant qu'il y a une autre version prédatrice et ils sont au courant que Scopus, par erreur ou par défaillance, il se réfère à cette version prédatrice du journal en question. Alors, si on utilise la version prédatrice, on revient toujours au résultat de ABCD Index. Si on rentre dans le deuxième résultat, donc c'est la version du journal prédateur, il va nous afficher les détails du journal dans ABCD Index avec la mention Predatory Suspicious Link. C'est exactement l'adresse du site web en accédant par Scopus. On le confirme en accédant, en utilisant ce lien, il va nous renvoyer exactement, il va nous afficher le site web prédateur du journal. Alors, il y en a plein d'exemples comme ça, où des liens de Scopus sont piratés. Vous croyez que, si vous l'utilisez pour soumettre votre article, vous croyez qu'il va vous envoyer, vous rediriger ou vous diriger vers la version officielle et authentique du journal, mais puisque le lien est piraté, il vous envoie malheureusement vers la version prédatrice clonée. Donc c'est le cas aussi du Journal of Data Acquisition and Processing. Donc si on tape le SSL du journal dans scopus.com/URI, il va nous afficher donc la source dans Scopus. Et si on accède, il va afficher le site web
Si on accède en l'utilisant sous homepage de Scopus, il va vous afficher le site web Predator du journal. Pour vérifier, vous rentrez dans ABCD Index, vous tapez l'ISSN du journal, il affiche deux résultats, l'un verified, l'autre predatory. Et si on utilise le premier avec le statut verified, vous accédez au site web authentique du journal. Si vous utilisez celui avec predatory, vous accédez au site web Predator du journal et qui sera malheureusement le même que Scopus parce que le lien de Scopus a été piraté. Alors je vous signale que certains journaux, parce que ces deux journaux par exemple, je les ai vérifiés hier, j'ai trouvé que Scopus les a identifiés comme prédateurs, il a bloqué pour le moment le lien homepage. Donc ils sont en train de travailler pour y remédier. Mais le site existe toujours. On peut le trouver, par exemple, en faisant la recherche par Google, et vous croyez que c'est le site authentique. Si vous utilisez ce site, eh ben, vous publiez dans une version, la version du journal qui est prédatrice. Mais il y a d'autres journaux où on a piraté le lien de Scopus et qui sont toujours accessibles et vous redirigent vers la version prédatrice et clonée du journal. Il y en a d'autres exemples, on peut les discuter tout à l'heure. Donc, à cause des défaillances de Scopus, des auteurs sont piégés par des sites de journaux prédateurs et clonés, où ils publient par erreur leurs travaux de recherche. Alors, une fois que vous avez choisi un journal où soumettre votre travail de recherche, il est important de le confirmer qu'il n'est pas prédateur ou cloné en utilisant la plateforme ABCD Index. C'est l'une des solutions. Regardez maintenant, je vais donner un exemple d'un journal qui est correct et sain. Je vais essayer d'appliquer la même chose que tout à l'heure. On va confirmer qu'il est, correct et sain. Donc j'ai choisi un journal Computers and Security. Donc c'est un journal dans le domaine de l'informatique. Donc c'est un journal qui existe dans Scopus depuis 1982. C'est un journal de Elsevier. Voici son ISSN. C'est un journal dans le domaine de l'informatique. Donc si je cherche ce journal dans Scopus source.ui, donc je trouve ces détails. Si j'accède en utilisant le lien homepage du journal, il va me renvoyer vers ce site web du journal. Donc c'est un journal qui a plus de 5 d'impact factor, plus de 10 comme site score, etc. Je vais revenir à la plateforme ABCD Index. Je tape l'ISSN du journal et il m'affiche un seul résultat avec Verified. Donc, d'après ABCD Index, il y a une seule version du journal qui est correcte. En accédant au journal en utilisant ce résultat, il va nous afficher les détails du journal dans ABCD Index. En utilisant le site web offert par ABCD Index, en accédant, en obtenant le même résultat qu'en accédant via Scopus. C'est-à-dire que c'est le même site web. Donc on confirme que déjà, il n'y a pas de piratage ou d'attaque visant ce journal pour le moment. Selon ABCD Index et en confirmant, en accédant via Scopus. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième sous-partie de conférences et revues prédatrices. Donc je vais parler de conférences prédatrices. Donc si vous êtes invité à soumettre si vous êtes invité à participer à une conférence internationale, je vais essayer de vous donner des indices révélateurs qui peuvent attirer votre attention que fort probablement la conférence est prédatrice. Alors,
Généralement, on vous contacte individuellement et nominatif en mettant votre nom et prénom pour participer à la conférence en tant que conférencier invité. Généralement, on vous dit que l'un de vos anciens articles a été accepté pour présentation dans cette conférence. Généralement aussi, la conférence n'a jamais été organisée auparavant, pour avoir une idée de ce qui existait déjà. The First International Conference, etc. Généralement, on met un nom de conférence plus large pour ratisser large, pour avoir la possibilité de piéger, de tromper plusieurs chercheurs travaillant sur plusieurs domaines différents. Ce genre de conférence, il manque aussi de quelque chose qui est important. Il manque de parrainage d'une institution ou d'un établissement crédible, tel qu'une université, un centre de recherche ou un ministère. Généralement, nous, par exemple, à l'université de Béjaïa, si on organise une conférence, elle est parrainée par l'université de Béjaïa. Et il y a un contact ou des contacts, vous pouvez contacter directement l'université. C'est-à-dire, là, eux, ils ne font pas ça. Alors, il y a certaines erreurs aussi qu'ils font. La conférence est organisée dans un pays donné et dans le site web de la conférence, on vous affiche un numéro de téléphone de contact avec un indicatif d'un autre pays. Certes, ça peut exister, mais quand c'est le cas, ça peut déjà constituer un point de suspicion. Il y a aussi quelque chose d'encore plus grave. Ça m'est arrivé, je vais vous donner par la suite une petite expérience qui m'est arrivée, où c'est ce point 6 qui a été réalisé. La conférence est organisée dans un pays et on vous demande de payer les frais de participation à une BOC qui est domiciliée dans un autre pays. C'est un problème. Alors, généralement aussi, la conférence ne donne pas la liste de comités de programme, ne donne pas la liste sur le site web de comités d'organisation. Et on ne donne pas la liste des conférenciers invités avec leurs emails et affiliations. Généralement, on vous sollicite pour participer à une conférence avec un deadline serré. On utilise des expressions early bird date, early bird date is near, register soon, etc. pour vous inciter à payer le plus tôt possible les frais de participation pour ne pas se rendre compte de leur guet-apens ou leur piège. Alors, pour vous faciliter plus à participer à la conférence, on vous offre des prises en charge en termes d'hébergement, de billets d'avion, de sortie vers des sites attractifs dans le lieu où c'est supposé la conférence soit organisée. Alors, on utilise aussi parfois des sponsors. On parle de sponsors qui sponsorisent la conférence d'une manière anonyme. C'est-à-dire, on parle de sponsors qui sponsorisent l'hébergement, les billets d'avion, les sorties vers des sites attractifs, par des sponsors qu'on ne nomme jamais, qu'on n'identifie pas. Etc. Et on a plein de points. Alors, je vais vous raconter dans ce cadre un exemple que j'ai vécu. Au départ, quand on a envoyé ce type de conférence, de toute façon, on reçoit quotidiennement ce genre de choses. Mais quand j'ai reçu ce cas, au départ, moi j'étais très occupé à cette période, je n'ai pas fait attention au contenu de l'email et au site. J'ai répondu, j'ai dit je suis disponible, mais par la suite, quand ils m'ont répondu, je commençais à m'en douter. Je me suis dit quand même, je vais continuer avec eux pour voir où ils peuvent y aller. D'accord?
Et cela, c'est une expérience que je vais partager avec vous pour voir un exemple qui peut vous arriver avec une conférence prédatrice. Alors, voici l'email qu'on m'a envoyé. Ça a été envoyé le 4 octobre 2022. Alors, on va essayer d'analyser cet email. La première des choses, tout l'email est écrit en gras, ce qui est bizarre. L'adresse email, elle est aussi bizarre. On m'envoie le message le 4 octobre pour assister à une conférence qui va se dérouler 2 mois après, c'est-à-dire juste. Regardez, celui qui a envoyé cet email, il parle « I am pleased », mais il signe au nom du comité d'organisation, il ne s'identifie pas. Le titre de la conférence, c'est un titre assez large pour essayer de ratisser large pour piéger le maximum de chercheurs qui travaillent sur plusieurs domaines. Il vous dit, l'article, ils vont en citer un article que j'ai publié 7 ans avant, il a été accepté par le comité d'organisation. Le comité d'organisation, en principe, il peut vous inviter à assister à la conférence, mais ce n'est pas lui qui accepte les articles. Scientifiquement, c'est le comité de programme. On vous offre des prises en charge. Donc, on vous propose des prises en charge pour vous fasciner, pour vous attirer, pour vous encourager plus à participer à la conférence. Donc, on offre un billet d'avion aller-retour, on offre une prise en charge d'hébergement pour la durée de la conférence. On a proposé aussi de la prise en charge une assistance pour l'obtention du visa aux USA, parce que la conférence est supposée être organisée aux USA. Bon, ça c'est juste une erreur, bon, ça peut arriver. Donc, je vous ai dit, j'ai répondu que je suis disponible à assister, disponible pour la conférence. Mais regardez qu'est-ce qu'ils répondent. Directement, ils répondent, regardez, ça veut dire, directement, bon, il y a quelqu'un, I am John Walter, j'ai essayé de chercher ce John Walter, j'ai trouvé beaucoup de John Walter, mais je n'ai pas trouvé une personne qui me semblait correcte et crédible. Il vous dit, I will be in charge of processing your registration. C'est ce qui les intéresse. C'est juste l'enregistrement que vous payez. Il vous rappelle les prises en charge que, soi-disant, la conférence peut vous offrir. Donc, c'est le billet d'avion, l'hébergement, etc. Plus encore, il vous dit, si vous venez avec un co-auteur, un collègue, conjoint, etc., il sera encore plus en charge. C'est trop beau pour que ce soit vrai. D'accord? Donc déjà, c'est vraiment suspect. Il termine, we look forward to receiving your completed registration form. C'est tout ce qui les intéresse. C'est votre argent. Alors, moi, je me suis dit, je vais continuer. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai, vous en doutez de la conférence, mais moi, puisque je m'intéresse à ce genre de conférence pour voir où est-ce qu'ils peuvent y aller, j'ai fait l'enregistrement. C'est juste un formulaire via leur site. C'est un site fictif. D'ailleurs, maintenant, il n'existe plus. Il n'est pas accessible. Justement, on l'a conçu pour piéger des chercheurs. Donc, j'ai fait l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc, we have received your registration form. You will be charged, donc, avec $700, excluding VAT, c'est-à-dire la TVA. C'est-à-dire ça va être plus. Donc, ce qui est vraiment flagrant, on dit, please be informed that your registration fee will be received by our account officer qui est établi à Hong Kong. C'est-à-dire la conférence, elle est organisée aux USA, mais on paye les frais de participation
vers une banque qui est établie à Hong Kong. Il faut être vraiment pas, je sais pas, entre guillemets, dépassé ou pas vraiment intelligent pour ne pas croire à leur piège. Donc, moi, j'ai décidé quand même, j'ai décidé de leur répondre, de voir où est-ce qu'ils peuvent y aller. C'est-à-dire, moi, c'est bon, à partir de ce message, je suis, c'est-à-dire convaincu qu'il s'agit d'une conférence prédatrice. Mais j'ai continué, je lui ai écrit un message, vous allez voir, pour lui dire que je suis conscient qu'il s'agit d'une conférence prédatrice, mais en même temps, je voulais voir où est-ce qu'il peut y aller. Donc, bon, là, c'est pour signaler aussi une autre remarque. Please acknowledge receipt of this email and proceed with the registration fee payment immediately. Regardez, il utilise immediately. C'est comme si un ordre. Ça veut dire parce que eux, ce qui les intéresse, c'est que vous payez les frais d'enregistrement. Alors, il m'envoie ce message le 20 octobre et il me demande de payer avant le 26, c'est-à-dire juste une période très courte, c'est-à-dire pour ne pas vous rendre compte du piège, pour que vous payez le plus tôt possible et ils vont vous piéger. Évidemment, parce que j'ai demandé dans le premier message de m'envoyer une lettre d'acceptation officielle, il m'a envoyé une lettre d'invitation officielle, il m'a envoyé toute une facture, les $700 avec la TVA à payer pour soi-disant assister à la conférence. Mais regardez qu'est-ce que j'ai écrit comme message. J'ai écrit ce message. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est-à-dire, c'est comme si j'ai pas, bon, naïvement, comme si c'est naïvement. Je lui ai dit, voilà, j'ai déposé mon dossier au niveau de mon université pour un financement des frais d'enregistrement. Et mon université m'a demandé de compléter le dossier par la liste des comités d'organisation, la liste des comités de programme, la liste des conférenciers invités avec leurs emails et affiliations. Je sais que je lui ai demandé quelque chose dont il est difficile de me fournir, surtout de fournir une liste qui est crédible. Eh bien, depuis, il ne m'a pas répondu. Ça veut dire qu'il a compris que j'ai compris qu'il s'agit d'une conférence prédatrice. D'accord? Donc, ça, c'est une expérience que j'ai voulu partager avec vous pour dire, voici un exemple, voici comment ils agissent pour piéger des enseignants ou doctorants, chercheurs, dans un seul objectif, c'est les arnaquer, c'est de leur extorquer de l'argent d'une manière frauduleuse. Comme conclusion, je vous dis, soyez vigilants. Les arnaqueurs sont partout. Et ils sont compétents et expérimentés. Même les défaillances de Scopus sont exploitées. Tels les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, vous avez vu comment les défaillances de Scopus sont exploitées en piratant des liens, en redirigeant des soumissions vers des sites web prédateurs, des journaux prédateurs, etc. Donc, des auteurs sont piégés par des journaux ou des sites web de journaux prédateurs clonés dont Scopus se réfère malheureusement, où ils publient leurs travaux par erreur. Donc soyez vigilants. Quand vous choisissez un journal où soumettre votre article, s'il est indexé Scopus ou Web of Science, vous pouvez confirmer qu'il n'est pas prédateur en utilisant la plateforme ABCD Index, telle qu'on l'a vu à travers des exemples tout à l'heure. Soyez vigilants aussi des conférences prédatrices. On a vu que plusieurs indices révélateurs peuvent attirer votre attention. S'ils sont là, ces indices, ou un ensemble d'indices, ils sont là, ça va attirer votre attention que fort probablement il s'agit d'une conférence prédatrice. Donc, je vous dis bon courage. Ainsi, je termine mon exposé et merci de votre attention.